n'oubliez pas que nous avons vos archives quand vous étiez journaliste à la RTGA. Ce que vous reprochez aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait hier au régime de Kabila. On peut balancer vos anciennes émissions, projeter ça, et c'est la même façon que certains journalistes de Kinshasa font aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Monsieur Trésor, merci également à vous, chers journalistes, amis de la presse. Merci beaucoup au cordon, merci d'être venu, merci pour l'accueil, merci à l'UNPC aussi. Alors, je voudrais déjà situer ma présence ici. Je suis là pour deux raisons, ou si vous voulez, trois raisons principales. La première, c'est d'abord pour moi, en tant que président du CESAC, de commencer une itinérance, et je voulais commencer ça par ici, par la province de l'Équateur, afin de faire le tour de toutes les provinces. Et je crois que je n'ai pas envie de vous dire que la charité est bien ordonnée. Non, je ne le dirais pas comme ça, mais je dirais plutôt qu'il fallait commencer par quelque part. Et nous avons estimé qu'il fallait commencer par ici, et après partir ailleurs. Donc c'est d'abord l'idée pour moi de voir dans quelles conditions les médias fonctionnent et les médias travaillent ici, et comment vous vivez cette période difficile que traverse notre pays, comment les journalistes et les médias se comportent, comment ils traitent les informations, et comment est-ce que vous concevez la question d'abord de l'agression. Est-ce que le traitement des informations, ça suit véritablement la gravité des faits? Est-ce que nous avons la même perception? C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous pendant tout ce temps. Et aussi voir le CESAC, comment il fonctionne, dans quelles conditions le CESAC fonctionne. Parce que, vous le savez, déjà à Kinshasa, on a des petits soucis. Mais alors, si nous, déjà au niveau central, si vous voulez, on a des soucis, et comment ceux qui sont ici en province, comment vivent-ils? Donc c'était pour moi, une importance assez significative que de passer, voir dans quelles conditions ils travaillent. Enfin, je suis scientifique, donc je pensais aussi aller à l'université de Kinshasa pour organiser une conférence autour de la grande question des médias de la... Pardon? Oui, l'université de Mbandaka, allez-y dire. Oui, comprenez. Alors, donc, voilà, l'université de Mbandaka pour essayer de parler, pas seulement avec les étudiants de l'université de Mbandaka, mais les étudiants de l'Équateur de façon générale.
pas seulement des étudiants, mais tout intellectuel et surtout le peuple, pour discuter sur des questions de médias. Parce que vous savez, le média, le média est fait pour tout le monde, mais ce n'est pas fait par tout le monde. Donc il faudrait parler avec tous ces jeunes gens, et toutes ces personnes, toutes les couches confondues, sur la grande question de la responsabilité patriotique et aussi les risques de la propagande. Donc voilà un peu sur base de ça que je vais vraiment me baser. Et c'est important pour moi d'en parler. Donc voilà pourquoi je suis là. Donc mon séjour, on va tourner autour de ces 3 éléments principaux. Et bien évidemment, le lundi, si Dieu nous prête vie, nous allons devoir organiser, et ça je vous invite à un dîner que j'organise avec la presse. Et ça sera, bon, voilà, un dîner, on va dire, discussion. On discutera, on passera du temps, probablement une heure ou deux, au cours desquelles on va discuter sur les questions d'État, sur les questions du pays, de la presse et tout le reste. Et le mardi, je serai donc dans une conférence à l'université de Mbandaka. Et voilà, donc c'était plus ou moins ça. Et à partir du mercredi, je peux faire autre chose. Merci. Merci. Nous clôturons la première série des 3 questions et nous accordons à présent la parole au président du CESAC pour ses réponses et nous allons prendre la seconde série. Merci beaucoup. Alors, M. Dieu, merci, pose la question de ce qui s'apparente à une certaine absence en province. C'est vrai que les 2 institutions nées de la Constitution, le CESAC et la CENI, c'est vrai, nous avons le même rôle, nous sommes tous des institutions d'appui à la démocratie, mais nos champs d'application, nos champs d'exercice sont différents. Et de par la différence de ces champs-là, on ne peut pas faire la même chose. Sinon, on peut bien avoir le même grade, on peut bien avoir la même fonction, on peut bien avoir le même niveau, mais nos champs sont différents. Il y en a qui touchent l'élection directement, vous savez que ça touche directement à une élection, et ça a un retentissement beaucoup plus important. Et vous avez aussi ceux qui touchent les médias. Et donc nous, les médias, c'est vrai qu'on n'est pas très aussi impactant que ça, parce que vous le savez, par votre formation, le journaliste est celui qui fait tout un papier où il parle des gens et il n'y a que son petit nom en bas. Donc généralement, notre travail n'est pas très retentissant, mais nous essayons quand même de le faire. Et si vous faites si vous regardez aujourd'hui, vous faites un petit bilan, vous comprendrez que le CESAC d'avant, M. Bossembe, et le CESAC de maintenant, le CESAC d'aujourd'hui est un peu plus connu que le CESAC d'avant. Parce que nous avons eu à faire des choses beaucoup plus visibles, palpables, avec une sensibilisation forte, avec des sanctions qui sont présentes, et aussi une certaine redynamisation de coordination provinciale. Même si on n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons atteindre, mais au moins la communication, elle est redevenue plus ou moins permanente. Pourquoi, lorsqu'il faut parler de la guerre, vous appelez, vous invitez des phytothérapeutes ou vous invitez des médecins? Non, si vous voulez parler de la guerre, invitez les experts militaires. Ils peuvent en parler avec toute responsabilité. Parce que la télévision, elle est faite pour tout le monde, mais elle n'est pas faite par tout le monde. Il faudrait que les gens comprennent ces choses-là. Donc voilà un peu le but, l'âme de notre directive. C'est juste pour mettre de l'ordre et de la discipline dans la profession. Mais je comprends que ça fasse mal. Je comprends, le journaliste est jaloux de sa liberté. Mais vous le savez très bien, et c'est Léviathan, Thomas Hobbes qui le dit, lorsqu'un peuple ne sait pas concéder une partie de sa liberté pour garantir la sécurité, sa liberté est précaire. Donc il faut à un moment donné, à cause du principe de la sauvegarde de la sûreté, de la sécurité, et bien toucher un peu le côté liberté. Tous les pays le font. Charlie Hebdo en France, au niveau de l'Israël avec Hamas, vous savez tous, Patriot Act aux États-Unis, vous le savez aujourd'hui en Russie, vous le savez avec la Douma. Bref, on connaît comment ça se passe. Tous les pays du monde, quand ils traversent les mêmes conditions que nous, prennent les mêmes mesures, parfois difficiles. Donc voilà, donc c'est ça l'idée de notre directive pour lutter effectivement contre l'apologie du terrorisme, comme certains journalistes comme ils l'ont fait. Et là j'aborde directement la question de l'OMEC. Je ne peux pas concevoir qu'un journaliste congolais puisse accorder la parole à M. Nanga ou accorder la parole à Kagame ou accorder la parole à tous ces terroristes-là. Je ne peux pas comprendre. Ça ne se passe pas. Donc une fois que vous le faites, on ferme votre média. Et c'est ça qu'on a fait depuis tout ce temps. Tous les médias qui ont essayé, que ce soit des médias étrangers ou des médias nationaux, tous ceux qui ont osé faire ça ont été coupés.
couper. Et c'est à ce moment-là que les gens traitent tout le monde de tout. Mais il faut ne pas laisser les choses comme ça. C'est pourquoi j'ai dit au coordonnateur, je lui dis encore, monsieur le coordon, lorsque dans votre espace de Mbandaka, lorsque les journalistes se donnent à cœur joie d'insulter une autorité, j'ai dit insulter, pas critiquer. Parce que critiquer, c'est normal. Mais quand quelqu'un se permet d'insulter un gouverneur, un maire de la ville, même un chef de rue, ça ne s'insulte pas. Même un coup d'âme. Lorsqu'un média se met dans cette logique-là, prenez des mesures sévères. Et il est important de le faire. Parce qu'à Mbandaka, on a aussi appris des choses comme ça, où les émissions commencent le matin, les émissions, on ne connaît pas l'heure du programme de l'émission, si quelqu'un dit émission Bandi, et puis après émission Sili, après 30 minutes émission Bandi, il sous après 45 minutes Sili, donc finalement on ne comprend pas c'est quelle émission, ça commence quand, ça finit quand. Ouais. Et puis après vous avez des émissions où il y a un journaliste, dans les cahiers de charges on sait qu'il reçoit une personne, mais bizarrement c'est 2 personnes, et puis 3 personnes. Et puis après, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Après, les gens vont commencer à appeler. Il n'y a pas de sujet. Les gens vont dans tout le sens. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, vous ici, continuez à maintenir la même pression. Le journaliste qui le fait, qui sort de l'opposition, qui sort de la majorité, sanctionnez les médias. Faites-nous un rapport, on va déconnecter à la limite. Et quand les journalistes vont comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cette logique-là, eh bien voilà, ça va faire avancer les choses. Parce que nous ne voulons pas que les parents qui sont à la maison soient scandalisés parce qu'un journaliste a mal parlé à la télé. C'est une activité, je dirais un métier noble. Il faut vraiment, quand les gens sont en attente sur la télé ou à la radio, qu'ils ne soient pas scandalisés. Donc voilà un peu nos mesures que nous avons eu à prendre. Les médias étrangers, vous savez, LCI a été suspendu, comme on appelle ça, RFI a été averti, France 24 et tout ça. Al Jazeera a été suspendu. Plusieurs médias ont été suspendus, nationaux tout comme voilà, étrangers. Ils ont été sanctionnés. Mais ce n'est pas dans l'idée de faire mal, c'est dans l'idée de corriger, de protéger. Voilà. Donc c'est plus ou moins ça. Je crois avoir répondu aux 3 premières questions. Voilà, merci. Nous prenons. C'est Madame Mini Taka, directrice provinciale de la RTT Équateur. Des plus sur les radios et les télés. Mais il y a un sérieux problème que vous n'ignorez pas, c'est les médias en ligne. Les médias en ligne qui parlent souvent, qui font souvent la désinformation. Et d'ailleurs, si le monde d'aujourd'hui est dans cet état de psychose, je crois que les radios, vous frappez, oui, on doit être reconnaissant, les télés, oui, mais par rapport aux médias en ligne, je ne sais pas s'il y a une politique que le CESAC a mis sur pied pour vraiment réglementer ces médias en ligne qui ne cessent d'intoxiquer la population à longueur de journée. Voilà la seule question que je vous remercie. Communautaire Soleil Touchant. Monsieur le Président, hier vous avez fait une assemblée générale à Kinshasa, une point de presse à Kinshasa, aux journalistes de Kinshasa. Vous avez dit que Goma tombe plusieurs fois. Alors ma question de savoir, ça, ce n'est pas le sabotage des morts qui sont à Goma. Je vous laisse savoir. Merci. Monsieur le modérateur, je suis M. Kadafon Tikala de la radio Bomoko Média. Monsieur le Président du CESAC, merci beaucoup pour votre présence à Mbandaka. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous êtes à la tête du CESAC en termes de formation. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous sanctionnez, vous coupez les signaux, parce que peut-être certains médias ont dit des choses vraies aux autorités et ça vous permet de couper les signaux. Avant de couper les signaux, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Surtout en termes de formation. C'est la première question. La deuxième question, c'est, je voulais savoir, le CESAC, c'est un organe d'appui à la démocratie. Vous êtes un organe de régulation, mais apparemment, vous devenez un organe de censure. Vous voyez la différence entre un organe de censure et un organe de régulation. Donc, le CESAC est à la fois organe de régulation et à la fois organe de censure. Si vous n'êtes pas organe de censure, pourquoi vous arrivez à ce niveau? Et la troisième question,
La coordination provinciale du CESAC connaît des difficultés en termes de fonctionnement, surtout en ce qui concerne les mentoring. C'est-à-dire, en dehors du coordinateur du CESAC, Maître Espérant, les autres ne sont pas les professeurs des médias. Et ces gens-là ont du mal à faire le mentoring. C'est parfois les gens qui ont des petits soucis, qui viennent, par exemple, qui viennent à la coordination CESAC pour se plaindre. Et non ceux qui travaillent à la coordination CESAC faire des mentoring pour savoir les bévues et les délits de presse. Vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour appuyer la coordination provinciale du CESAC? Et la dernière question, vous êtes déjà là, presque 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Vous allez faire la tournée, la différentes provinces. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer à Kinshasa. Et la suite, ça sera quoi? Parce que nous connaissons les Congolais. Et on connaît tout le monde. Monsieur Christian Bossengé, président du CESAC, une question de curiosité. Qu'est-ce que vous reprochez aux journalistes de Kinshasa, en général, et particulièrement ceux de Mbandaka? Et n'oubliez pas que nous avons vos archives, quand vous étiez journaliste à la RPGA. Ce que vous reprochez aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait hier au régime de Kabila. On peut balancer vos anciennes émissions, projeter ça, et c'est la même façon que certains journalistes de Kinshasa font aujourd'hui. Merci beaucoup. Je commencerai avec Madame Mimi Ekata. Madame, voilà. Madame, ici, la question de médias sociaux, enfin, je veux dire les médias sociaux, les réseaux sociaux aussi, c'est un problème mondial. Aucun pays n'est épargné par la vague dangereuse et dévastatrice que ces médias emportent ou que ces médias amènent. Mais c'est la responsabilité de chaque État de trouver des mécanismes pour contrôler cela. Chez nous, par exemple, nous avons une directive sur les réseaux sociaux. Cette directive-là, elle nous donne plus ou moins une idée de comment gérer la question des médias sociaux. Et pour nous, c'est la même chose avec les médias traditionnels. Il n'y a pas de différence. Et la différence, c'est seulement que ces médias-là opèrent dans un espace numérique. Et les autres dans un espace analogique que l'on peut toucher, que l'on peut tenir. C'est la même directive. Lorsqu'un journaliste commet une erreur, une faute, n'importe laquelle, nous avons un secrétariat d'instruction, nous avons un centre de monitoring qui monitore la question, mais principalement pour les médias sociaux, nous avons ce qu'on appelle l'alerte numérique. Une commission mise en place il n'y a pas longtemps qui finalement monitore le béville au niveau de la presse, disons au niveau de l'internet, et qui répercute ça et qui fait suivre ça normalement. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Quand vous êtes journaliste, quand vous êtes média, vous avez le même traitement, il n'y a pas de différence. La difficulté peut-être que nous avons la facilité de bloquer une chaîne ou une radio, on a la facilité de retirer le signal, mais nous n'avons pas cette facilité-là de retirer le signal d'un média en ligne, puisque nous ne détenons pas le centre d'hébergement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous avons des mécanismes. Vous allez vous rendre compte que, regardez à Kinshasa, la manière dont les journalistes tweetent, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que ceux qui tweetent dans les erreurs, ceux qui tweetent dans tout ce qu'il y a comme bavure sont à l'extérieur. À l'intérieur, ils savent qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a véritablement des mécanismes à mettre en place pour eux. Nous avons le parquet qui est là, que nous associons très souvent dans notre démarche et on règle la question. Dans ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Nous essayons de voir, on suit de près la situation et personnellement, j'ai rencontré les responsables de Meta, les responsables des réseaux sociaux. Je les ai rencontrés en Côte d'Ivoire, je les ai rencontrés aux États-Unis, je les ai rencontrés aussi en Croatie. C'était dans le but, évidemment, de trouver une solution à cela. Et la solution viendra, on fera un point sur la question. Alors, Madame Locolé pose la question de... Oui, c'est vrai, Madame Locolé, hier, c'était hier, je pense. Hier, j'ai reçu le journaliste, c'est vrai, de Kinshasa, avec qui nous avons parlé de... C'était dans le but de les encourager parce que j'étais content de la manière dont ils ont travaillé pendant cette période après notre directive. Alors j'ai donné les exemples et malheureusement vous avez suivi cette partie qui a été coupée et sortie de leur contexte.
Un peu comme notre ami Kadhafi, qui lui aussi, je suis convaincu qu'il sort certains de mes propos de leur contexte pour donner un autre sens ou un autre prétexte. Je disais à quelqu'un qui posait la question de Goma est tombé ou pas. Je lui ai dit que la presse doit aider la population à rassurer celle-ci. Madame, je le dis, et c'est une vérité, voilà, une vérité, c'est une évidence à la limite. Goma est tombé plusieurs fois. C'est pourquoi je dis que lorsque les journalistes connaissent l'histoire, ils ne vont pas en faire un problème. Goma est effectivement tombé plusieurs fois. Et je vais vous l'assurer, ceux qui connaissent l'histoire connaissent que tous les présidents, commençant par Kasavubu jusqu'à Tshisekedi, ont tous connu un moment de leur histoire où Goma a été tombé. Nous avons vu même sous l'époque de Maréchal, il est même parti au niveau des Nations Unies pour dénoncer qu'il y a un monsieur, un blanc, qui s'était autoproclamé président. Par aventure ou par mégarde, il s'était autoproclamé président d'un coin du pays. Donc c'est des histoires, mais malheureusement dans la manipulation et dans ce cancer rwandais, ils veulent faire croire aux gens que c'est une première fois et voilà, donc c'est jamais arrivé. Si, c'est déjà arrivé et pas qu'une seule fois. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on sabote les morts? Non. Dans la même discussion, au cours de la même conversation avec les journalistes, je leur ai demandé de responsabiliser les morts sur les gens. Nous comptons aujourd'hui près de 5000 morts. Mais il faudrait qu'il y ait un comptable. Qui est le comptable? C'est la presse qui va le dire. Et nous disons que la presse devrait déjà dénoncer ces choses-là. Donc ce n'est pas un sabotage. Et puis, moi je ne peux pas saboter ce qui se passe à Goma, puisque je suis né là-bas. Vous comprenez? Donc il y en a qui semblent dire des choses de Goma alors qu'ils ne connaissent pas. Moi je suis né à Goma, j'ai grandi à Goma. Avant que je ne vienne en Bandaka, j'étais d'abord là. Je fus la guerre de 96, je fus la guerre de 96-97. Donc quand on parle de Sake, Minova, Bunga, j'ai fait ces trajets-là à pied. Dans mon âge innocent, j'ai vu les sons versés, couler. Donc je connais ce que ça veut dire. C'est pourquoi les gens disent que je suis trop sévère avec eux, parce que je sais ce que ça peut apporter. Je sais que c'est qu'une information, une mauvaise information peut entraîner dans une société. Nous on était à Goma, mais quand on disait que Sac est tombé, on fouillait pour rien. Et quand vous arrivez à Sac, c'était même pas Sac qui était tombé. On était à Minova, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour autant dire que Minova n'est pas un territoire congolais qu'on aime? Non. Le problème, c'est que je ne peux pas saboter les morts, mais par contre, il faut à un moment donné, comme le disait Alain Delon, donc, qu'est-ce que je dis? Il faut arriver à dédramatiser. Voilà. Il faut arriver parfois à dédramatiser certaines choses pour donner une image positive aux autres. Parce qu'effectivement, ce que les Rwandais veulent, pas les Rwandais, mais le monsieur Kagame et tous ses supplétifs, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre dans une situation de peur. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent qu'on panique. Et nous devons montrer à ces gens-là que nous ne paniquons pas. C'est eux qui doivent paniquer parce qu'ils sont sous les sanctions internationales. C'est eux qui doivent paniquer puisqu'ils commencent maintenant à goûter à la sanction, comment ça se ressemble. Un pays qui a passé tout son temps à mentir sur ses chiffres, à mentir sur son tableau, à se présenter comme un bel enfant. Aujourd'hui, on comprend tout de suite que le masque tombe. Donc vous ne pouvez pas d'un côté parler de 800 000 morts et rivaliser avec 6 millions de morts ou 7 millions de morts. Donc je crois que ça, c'est la presse qui devrait travailler ça. C'est la presse qui devrait remettre en cause tout ce que l'on a appris, tout ce qu'on a appris avant et de construire un nouveau récit. Parce que c'est ça qui est important. Donc, madame, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont tombés. J'ai beaucoup de respect pour la mémoire de toutes ces personnes-là. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faudrait pas qu'on arrive à dramatiser là où il ne faut pas dramatiser, tout en prenant compte de ces choses-là. Alors, monsieur Kadhafi, je vais vous mettre parce que vous dites que vous avez des vidéos. Je peux vous mettre à défi maintenant. Vous ne me sortirez aucune vidéo, mais je dis aucune, au cours de laquelle j'insulte l'ancien président de la République. Aucune vidéo. Ça n'existe pas. Mais alors, aucune. Si vous m'apportez une vidéo au cours de laquelle j'insulte un ancien président, je vous remettrai ma démission. Ça n'existe pas. Vous ne me sortirez aucune vidéo où je suis en train de louer le prouesse de l'ennemi, où je suis en train de faire l'apologie du terrorisme, où je suis en train de relayer le propos des ennemis. Ça n'existe jamais. Critiquer un régime, c'est ce que je ferai. Et je peux vous assurer, même si le monde était à refaire, je referai ma position et j'aurai ma même position. Je critiquerai toujours. Mais est-ce que dans ce régime, il n'y a pas des gens qui critiquent le gouvernement? Ils critiquent. Et on les encourage. Critiquez, soyez durs avec le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous disons, il faut qu'il y ait des limites dans votre critique.
critiquez, dites que les choses ne vont pas bien, on est bien d'accord. Mais quand ça quitte la logique de la critique, ça commence à devenir des attaques personnelles, des insultes, des attaques aux tribus ou aux ethnies. Là, ce n'est pas une chose. Et ça, moi, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais, malheureusement. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Je suis d'accord avec ceux qui critiquent aujourd'hui. Il y en a qui critiquent aujourd'hui sans insulter. Il y en a, j'en connais beaucoup. Je ne vous citerai pas le nom de tout le monde. Mais il y a des journalistes qui font leur travail, qui ne sont même pas pro-pouvoir. Ils sont sévères avec le pouvoir. Mais pourquoi le CESAC ne les a jamais interpellés? Mais parce qu'ils sont dans la normale, ils sont dans leur logique. Ils sont nombreux de journalistes qui attaquent le pouvoir. Ils sont nombreux de médias classifiés, médias de l'opposition. Pourquoi ils ne ont jamais fermé? Parce que ces médias-là, dans le respect de la démocratie, continuent à faire leur travail. Mais lorsque vous commencez maintenant à verser dans les insultes, comme ici en Mbandaka ou dans les provinces, j'entends, si la radio est pro-gouverneur, cette radio insulte les autres qui ne sont pas pour le gouverneur, jusqu'à même aller dans leur lit. Et vous avez des radios, quand ils veulent attaquer les gouverneurs, vous allez dans le lit du gouverneur. Qu'est-ce que l'enfant du gouverneur, la femme du gouverneur vient faire dans un débat politique? Qu'est-ce que ça a à voir? Et ça, vous dites que c'est la critique, ça c'est pas une critique, ça commence à devenir une insulte, une indélicatesse, et on ne peut pas tolérer ça. Aucun média ne peut supporter. Vous le dites peut-être parce que vous n'avez jamais été touché dans votre amour propre. Le jour où un média va commencer à parler de votre lit, de votre vie, de la vie de votre femme, de la vie de votre enfant, sans ce moment-là, vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça parler. Donc, et puis nous, quand on vous interdit de parler, on ne vous interdit pas de critiquer, on vous interdit d'insulter. Nous demandons aux journalistes de vérifier l'information. Ça, c'est important, il faut vraiment quand même le dire. Alors, vous dites aussi que, qu'est-ce que je reproche aux journalistes quinois et congolais? Non. Si vous mettez tous les journalistes dans un même panier, on a faussé l'affaire. Il y a de bons journalistes. À Kin, il y a de bons journalistes. En Mbandaka, il y a de bons journalistes. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle ici à Mbandaka. Je dois à Mbandaka tout ce que j'ai. Mais alors, tout. Moi, je n'ai rien appris à la limite à Kin. Je n'ai pas appris grand-chose à Kin. Ma base en droit, c'est ici à l'Unimba. J'ai fait mon premier cycle ici à l'Unimba. J'ai une formation ici. On pensait même être complexé quand on arrivera à Kin. Mais quand on était à Kin, on était les meilleurs. Je suis le seul, si on doit le dire comme ça, à avoir distingué. Le seul. De tous ceux qui sont venus de province, je pense à ce moment-là, si on n'était pas à 2 ou on était à 3, le seul à distinguer. Et j'étais un produit de Mbandaka. Donc, il n'y a pas à mettre tout le monde dans le même panier. Nous avions eu à l'époque, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de radios. Papa Mazao Soukouma était là quand j'ai commencé la presse. Madame Mimi était là quand j'ai commencé ici les médias. Vous voyez? Donc, il y a eu de bons journalistes ici. Il y a eu de bons journalistes. Quand Papa Mazao vous écrit un papier, vous trouvez que ça tient. Donc, il n'y a pas de différence entre celui qui a écrit à Kin et celui qui a écrit ici. Donc, eux, ces journalistes-là, je n'ai pas de problème avec eux. Je ne leur reproche absolument rien, au contraire, c'est des fleurs et des éloges qu'on jette à ces gens-là. Mais les autres journalistes, là, cette catégorie des journalistes, je ne veux pas utiliser des termes forts, c'est eux des gens à plaindre. Et heureusement, depuis un certain temps, ce cercle-là ne fait que rétrécir, parce que les journalistes comprennent maintenant. Vous allez voir, les plus radicaux ont changé des fusils d'épaule maintenant, ils sont dans la logique de la construction. Donc je ne reproche pas à tout le monde la même chose. Je reproche à ceux qui font le mal, ceux qui sont dans la diffamation, ceux qui sont dans l'intox et ceux qui sont dans les fake news. Un journaliste ne peut pas baser son travail que dans les bad dans des bad news ou que dans des fake news. Je crois qu'un journaliste doit vérifier la source et c'est important. Alors vous dites qu'est-ce qu'on a fait? Dans notre actif, en seulement 2 ans, nous pouvons aligner, si je ne me trompe pas, si la mémoire ne me trahit pas, nous avons aligné à peu près 7 sensibilisations, 7 ateliers au niveau national. Nous avons fait, je crois, 2 ou 3 ateliers au niveau national où nous avons invité les coordinations provinciales. Je peux me tromper du nombre, mais on l'a fait. Toujours sous notre mandat, nous avons réussi à répertorier pratiquement tous les médias, de façon générale. Nous avons essayé de rationaliser l'octroi de l'avis favorable. C'est sous notre mandat que certains médias commencent maintenant à comprendre qu'il y a des choses à dire et d'autres à ne pas dire. Les limites ont été finalement présentées. Je crois que c'était un travail important que nous sommes en train d'abattre. Et c'est sur notre mandat que nous sommes en train de révisiter notre loi, puisqu'elle a été une loi à la limite obsolète. Depuis 2011, elle n'a jamais été révisitée.
Et surtout une loi qui gère un média, qui réglemente un secteur comme le secteur des médias, un secteur aussi mouvant. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, vous dites la différence entre la censure et la régulation. Mais, mes chers Kadhafi, dans une démocratie, on ne parle pas censure. Dans une démocratie, on parle de la régulation. Mais la régulation, elle peut être difficile quand les réalités sur le terrain l'obligent à devenir difficiles. Le roulage n'est pas là que pour vous arrêter. Il est là pour réguler la circulation. Mais lorsque vous violez le code de la route, eh bien, il vous arrête. C'est comme ça mon travail. Le travail de régulateur, c'est un travail, c'est vrai, de réguler. Mais lorsque vous enfreignez la loi, et bien évidemment, il faudrait bien qu'il y ait des sanctions. Et c'est généralement quand ces sanctions-là arrivent que les gens sont parfois gênés, sont parfois choqués. Ils pensent à la dictature, mais ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas non plus de la censure. L'arbitre n'est pas méchant parce qu'il vous a donné un carton jaune ou un carton rouge. Au lieu d'accuser l'arbitre, accusez l'action que vous avez faite. C'est ça le problème, parce que tous les journaux, tous les médias ne sont pas sanctionnés. Mais pourquoi certains médias sont sanctionnés? Vous avez dit, puisqu'ils ont dit la vérité. Mais c'est quelle vérité? Une vérité sociologique ou une vérité juridique? Ou une vérité professionnelle? Quelle est cette vérité? Et même si on était dans la logique de la vérité, généralement ce n'est pas parce que cette vérité-là est dite, mais la manière dont vous la dites. Donc c'est tout simplement ça, c'est un problème d'éthique que l'on reproche aux gens. Donc, alors vous dites aussi le monitoring. Oui, le monitoring, nous essayons de faire un effort et nous essayons d'armer toutes nos coordinations provinciales afin qu'ils aient le monitoring. Mais aussi, il faudrait que vous, en tant que journaliste, que vous puissiez, s'il vous plaît, changer la perception que vous avez du CESAC. Vous avez toujours tendance à croire que le CESAC est une affaire de journalistes. Mais non, monsieur. Le CESAC n'est pas seulement une affaire de journalistes. Voici un organe qui est entièrement consacré aux journalistes. C'est l'UNPC. C'est à l'UNPC que vous pouvez regarder qui est journaliste ou pas. Parce que là, c'est un organe essentiellement pour vous, les journalistes. Ils sont dans l'autorégulation. Ils s'autorégulent. C'est votre centre de discipline, en fait. Nous, c'est ça que nous ne sommes pas un organe de presse. Nous ne sommes pas une corporation de journalistes. Nous, c'est une institution d'appui à la démocratie, où toutes les composantes sont réunies. C'est ça que vous avez ceux qui viennent du Sénat. Vous avez deux personnes qui viennent de l'Assemblée nationale. Vous avez une personne qui vient du barreau. Une autre personne vient de la magistrature. Ce n'est pas seulement des journalistes. Pas forcément. Et vous avez un seul délégué qui est le délégué du président de la République. Moi. Et puis le reste viennent de d'autres composantes. Donc rien à voir avec forcément les journalistes. Le débat que vous amenez est un débat qu'on avait nourri à Kinshasa quand on m'avait désigné comme membre du CESAC et quand on a été élu président. Les gens disaient, oh, c'est pas ça la droite et tout ça, rose à la journaliste. Ils ont même nié que j'étais journaliste. Ça, je peux comprendre. Oh, ça la droite, ça avocat, rose à la tête. Mais regardez dans la régulation, quand je vais voir les autres présidents de régulation en Afrique, quand on se rencontre, mais il n'y a presque pas de journalistes. Il n'y en a presque pas. C'est des anciens magistrats, des anciens ministres, des anciens députés, des anciens sénateurs. Ce sont eux, en fait. Vous comprenez? Donc le CESAC, ce n'est pas une question, on n'élabore pas des cahiers de charges là-bas, on n'élabore pas des grilles de programmes là-bas, on ne montre pas comment présenter des missions. C'est un organe, on va dire, au-delà du fait que ce soit une institution d'appui à la démocratie, mais c'est d'abord une affaire administrative. Voyez-vous? Donc vraiment, il faut comprendre ça comme ça. Et le monitoring, ce sont les observateurs, les analystes, qui forcément ne sont pas des journalistes. Qu'est-ce qu'ils font les observateurs? Ils observent quoi? Le contenu médiatique. Est-ce que pour observer un contenu médiatique, vous devez forcément être journaliste? C'est un peu comme si vous dites pour être arbitre, il faut avoir été joueur. C'est quelle logique? Non. Donc le problème ici, c'est qu'il faudrait qu'on change la perception. Il est de leur devoir en tant que président, en tant que coordonnateur provincial, de se faire accompagner par des experts. Et ces experts-là, c'est important qu'ils essaient de voir qu'est-ce qui a été dit, comment qualifier les faits, et ainsi de suite. Et souvent, les rapports nous parviennent quand il y a des questions assez difficiles. Donc voilà un peu M. Kadhafi de la radio Bomoko. Ouais, voilà. Vous vivez cette période difficile que traverse notre pays. Comment les journalistes, les médias se comportent, comment ils traitent les informations de province, comment vivent-ils? Donc c'était pour moi
C'est pour moi une photo de la maison des médias de la parole. Oui, ça c'est de mon séjour va tourner autour de ces 3 éléments qui s'organisent avec la presse. Et ce sera le reste. Et mardi, je serai dans une conférence à l'université de Bandaka. Et voilà, donc c'était plus ou moins cité. Tous ceux qui ont osé faire ça ont été coupés. Et les émissions, on ne connaît pas l'heure du programme de l'émission. Si quelqu'un dit, monsieur, il y a un journaliste, dans le cas des charges, on sait qu'il reçoit une personne, mais il n'y a pas de sujet, les gens vont dans tous les sens, et ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est des choses. Parce que nous ne voulons pas que les parents qui sont à la maison soient scandalisés parce qu'un journaliste a mal parlé à la télé. C'est une activité, je dirais un métier noble, sanctionné. Mais ce n'est pas dans l'idée de faire mal, c'est dans l'idée de corriger, de protéger. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre celui qui a écrit Ekin et celui qui a écrit ici. Donc, eux, ces journalistes-là, je n'ai pas de problème avec eux. Je ne leur reproche absolument rien, au contraire. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais quelques petites questions. La première est de savoir, apparemment, c'est ça que, comme on lit de l'institution d'après la démocratie, nous avons que 2 à partir du moment où on passe signer vous. Signer, apparemment, elle est visible dans ses activités, surtout au cours des élections. Mais depuis que vous étiez, n'est-ce pas, vous êtes à la tête de cette grande institution d'après la démocratie, vous êtes visible à Kinshasa, mais pas dans les provinces. Mais CENI, elle est presque partout. Cela est dit à quoi? La deuxième question, vous aviez fait votre adresse. Cette adresse à Kinshasa, c'est limitée à qui n'a pas été relayée, à moins que j'ai une mauvaise information. Moi, en tant que professeur de médias, on n'a pas eu, n'est-ce pas, le temps de relayer votre adresse comme l'État Kinshasa. Pourquoi? Et en fait, dans le moment précis qui traverse l'école, vous assumez la bonne communication parce que vous savez que si la population mal communiquée, elle va toujours réagir mal. Mais si elle est bien communiquée, je crois qu'il y aura une bonne réaction. Mais apparemment, quelle est la politique que CESAC a mise en place pour la bonne communication, en fait, les populations sont un peu apaisées par rapport à la situation de la guerre à l'est du pays. Merci. Merci. Le président national du CESAC, nous voudrions savoir, parce que maintenant, nous sommes en train de traverser un moment compliqué et quand nous faisons les analyses, nous comprenons que la guerre est beaucoup plus médiatique. L'ennemi, les rebelles sont en train de travailler au travers des médias pour montrer leur puissance et leur force et faire ce qu'ils veulent. Nous, au niveau de la presse, il y a certains médias et certaines personnes qui travaillent dans le sens de faire l'apologie, s'il faut le dire, de ces gens qui sont en train de fracasser la nation. Mais est-ce qu'il y a des sanctions que le CESAC a prévues à l'endroit de personnes ou des médias, des structures de communication qui sont en train d'œuvrer dans le sens de promouvoir les actions macabres de ces rebelles-là qui traquent le pays? Et s'il y en a, lesquels? Merci beaucoup. Nous sommes en train d'œuvrer dans le sens de promouvoir les actions macabres. C'était un plaisir. Dans un président à CESAC, Eric a expliqué. Service, mais aussi la conférence, tout ça, pour d'un côté pour soutenir le chef de l'État,
et à l'autorité à régulation. Mardi, on espère à 10h, 12h. On paye à 700. Avec toi, on a une conférence, sinon, on a mieux placé, il y a un peu qui m'a appelé au Caillot, qui m'a appelé au Non, peut-être que c'est un peu dans mon bébé. C'était juste Je suis venu en mission donc, de sensibilisation de la presse et surtout de la presse pendant cette période. Et il était important pour moi de rencontrer le numéro 1 de la province, d'abord pour lui présenter mes civilités, mais aussi pour lui remettre à main propre l'invitation de la conférence que l'on a. Donc, je vais dire le 2 parce que la première, ça sera celle d'un dîner avec les journalistes. Et la deuxième, ça sera une rencontre avec la population, le peuple, les intellectuels à l'Inumba. Donc je crois que c'était plus important pour moi de le rencontrer. Il a été réceptif et il nous a promis d'abord d'être présent et surtout de faire de son mieux pour nous aider à sensibiliser suffisamment les journalistes. Je les invite à la conférence, je les invite à s'approprier de cette guerre parce que elle est la nôtre. Que chacun dans son coin fasse un effort de ne pas relayer les fausses informations, de vérifier chaque information et surtout de ne pas céder à la peur. Ah oui, on doit venir, Mérine. Attends, à 14h. Merci, Mérine. Oh, monsieur le bâtonnier, je vous l'avais dit. Non, monsieur le bâtonnier vient à qui vous ne dites rien. Et nous, on vient, on dit rien. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais toi, tu viens de m'appeler tout de suite. Pourquoi tu penses que mentir vraiment? Non, c'est pas un mensonge, c'est une rétention d'information. Ah, c'est pas possible. C'est vous, non? Non, il n'y a pas de problème, mettez-moi à côté de l'honorable. Ça c'est pas possible. Moi je vais avoir comment tu dois faire ça de moi? Non, le gars qui a dit que va à l'aéroport, on va pour battre. Non, il fallait. Prochainement, on va me dire en avance. Tu vois, on ouvre le jeu. Aïma, c'est le jeu. Et tout, nous, on dérange pas le ça. Non, on pose aussi. Eric, c'est comme un Eric. Je vois une tête pour les compliquer. C'est vrai que.
C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Fais la vérité. Oui, mais merci. Oui, bonne nuit. Vous avez une surprise de ça.